Bonjour à tous et bienvenue sur Auteur en live, bienvenue pour ce retour. Aujourd'hui nous allons découvrir la trilogie de S-Hall, mais d'abord je veux vous parler un peu des changements concernant Auteur en live et tout ça, pourquoi on a été absent aussi longtemps. Tout simplement parce que j'ai le plaisir de vous annoncer que Auteur en live est devenu une association. C'est quelque chose de très important pour nous. Les interviews auront maintenant lieu le dimanche après-midi à 14 heures. Là, on a commencé avec un peu de retard, mais c'est parce que c'était la reprise, c'est normal. Euh, du coup, comme je vous l'ai dit, les interviews reprendront à 14 heures le dimanche. Tous les dimanches, elles seront dans un premier temps pour les inscriptions aux interviews. Ça se passera surtout pour les membres de l'association. Et ensuite, à la fin du mois, si jamais il reste des places, on ouvre ça aux personnes qui ne font pas partie de l'association. Les personnes qui feront partie de l'association ne paieront pas les interviews, par contre, les personnes qui en font partie, qui n'en font pas partie, oui. Euh, Globalement, voilà les gros changements. Notre but va être vraiment de mettre beaucoup en avant tout simplement les auteurs, etc., les aider à se mettre en avant. Et, euh, Et voilà. Je te laisse te présenter. Bonjour tout le monde, je m'appelle Sophie Hall et je suis romancière de fantasy à l'âge de 31 ans. Voilà. Euh, et du coup, nous avons également de nouvelles questions. Qu'aimerais-tu changer dans le monde de la littérature? J'aimerais que les auteurs soient reconnus au niveau de l'État, mais ça, je ne sais pas trop comment on pourrait y arriver. Par exemple, l'exemple même de la reconnaissance de l'État, ce sont les footballeurs, on le sait, qui ont ce statut privilégié, tandis que nous, auteurs, malgré qu'on ne touche pas grand-chose sur nos ventes, il faut les déclarer et du coup, on nous prend sur le peu qu'on touche et je trouve ça malheureux en fait. Et on est un petit peu laissé de côté. Beaucoup de mise en avant pour les sportifs et pas trop pour les auteurs. Donc ça, c'est ce que j'aimerais bien qu'il change. Est-ce que moi, j'arriverai à le faire changer? Je n'en sais rien. Je ne suis pas politique, mais ça serait bien que ça évolue. De quel auteur ta plume s'inspire-t-elle? Alors ça, c'est une question qu'on avait globalement déjà abordée. C'est que j'ai pas d'auteur en particulier qui m'a inspiré. C'est juste que dans mon enfance, j'ai eu beaucoup de récits mythologiques ou des chars de poule ou par exemple Eragon. Donc je pense que j'ai toujours baigné dans un univers plutôt fantasy et ça se ressent dans le choix d'écriture. Mais après des auteurs en particulier, j'en ai pas vraiment. Quel est ton objectif littéraire? À court terme ou à long terme? Les deux, autant à court terme qu'à long terme. À court terme, ça serait de terminer la rédaction du tome 3. Pour l'instant, j'en suis au chapitre 6 et il y a presque une trentaine de chapitres. Donc, ça laisse un peu une idée. Je rame un petit peu dessus, non pas parce que je ne sais pas où je vais, mais parce que c'est le tome qui clôture cette trilogie et je pense que du coup, ça me fait quelque chose et c'est pour ça que j'y vais tranquillement. Et plutôt à long terme, j'aimerais arriver à avoir plus de visibilité et être un peu plus reconnue dans le monde littéraire pour pouvoir faire découvrir mon univers au plus grand nombre. Mais ça, ça, je crois qu'on sort tous les rames pour ça. Une présentation rapide de ta trilogie? Du coup, Alecantia, c'est une trilogie qui raconte l'histoire d'Aimina, qui est une jeune femme plutôt ordinaire, du moins c'est ce qu'elle pense au début. Elle a perdu ses parents dans un incendie. Elle pense que c'est un accident et elle se sent coupable parce qu'elle était absente à ce moment-là. Et elle est partie vivre chez des amis de ses parents.
qui finalement l'élèvent un peu comme leur fille. Et elle est un petit peu aventurière, elle aime bien défendre la veuve et l'orphelin, prendre un bâton pour aller mettre des petites corrections au garnement. Et on lui annonce en fait que elle est potentiellement l'élu d'une légende. Pourquoi est-ce qu'on lui annonce ça? Parce que tout d'un coup, en fait, elle peut se servir de la magie alors qu'elle n'y connaît rien, qu'elle savait même pas que ça existait. Et la légende dit que cet élu doit rallier tous les peuples de, d'Alecantia, qui sont les elfes, les nains et bien d'autres que vous découvrirez au fur et à mesure de son aventure, pour contrer une grande menace qui est un méchant sorcier du nom de Xortus. Et on lui annonce par la même occasion qu'en fait il est l'assassin de ses parents. Donc on suit toute l'aventure d'Aimina, de l'initiation à la conclusion de ce conflit. Et est-ce que tu as une phrase pour convaincre le potentiel futur lecteur d'acheter ton livre? Je pense qu'il ne faut pas forcément se tourner vers des auteurs connus pour vos lectures. N'hésitez pas à donner de la chance aux petits auteurs. Mon univers plaît de 10 à 80 ans, donc du moment que vous avez l'esprit ouvert et que vous appréciez la fantaisie, n'hésitez pas à vous plonger dans mon histoire. Et du coup, je te propose un petit instant lecture. Donc tu D'accord. lis le passage que tu nous veux, pendant autant de temps que tu nous veux, et on est Je parti. je vais vous lire le prologue, mais je tiens à dire que je suis le genre à bafouiller. J'en profite parce que du coup, comme on a eu un couac de préparation avec la couverture, du coup, ne vous trompez pas, allez chez 13e Lune, hein, surtout, pour le tome 1. Ah oui, en plus, la Voilà, version que j'ai mis là, c'est encore la pochette d'Amalthée, donc... voilà. Donc surtout, prenez tout chez 13e Lune. Allez. Du coup, Alecantia, tome 1, Les cristaux de la destinée. Il était tard, mais qu'importait, tout en Alecantia n'était que harmonie et paix. On ne craignait rien ni personne, si ce n'était Dame Nature. Ce soir-là, c'était la fête à Palastia. Toutes les créatures magiques et non fantastiques se rassemblaient une fois l'an pour s'amuser ensemble, toutes races confondues. La lune, haute dans le ciel, brillait d'une intense lueur rouge. Les différents peuples admiraient ce spectacle naturel qu'il était rare de voir. L'astre avait une forte attraction sur chacun. Soudainement, des explosions retentirent et le ciel se colora de feux multicolores. Des oh et des ah d'émerveillement se firent entendre. Le château du royaume scintillait de mille éclats sous les déflagrations colorées. Tous les regards se rivèrent en direction du balcon de la tour principale du palais. Cette corniche donnait sur la salle de conférence des érudits et de leurs apprentis. La baie vitrée s'ouvrit afin de laisser place à ces derniers. Ils sortirent deux par deux, chaque érudit accompagné de son disciple. Les maîtres se différenciaient de leurs élèves par leur tenue. En effet, les érudits portaient un vêtement ample, une sorte de robe, attachée à la ceinture par une cordelette. La couleur de cette dernière variait d'un magicien à l'autre, une pour chaque teinte de l'arc-en-ciel. Les apprentis, eux, étaient habillés comme des jeunes gens de bonne famille. Leur nouveau statut magique les obligeait à un minimum de rigueur. Les dernières à se présenter sur le balcon furent un elfe, Grofus, et son jeune successeur, Xortus, qui ne semblait pas avoir le cœur à la fête. Au contraire, son regard se voulait presque méprisant. Toutefois, de là où il était, seuls les 7 érudits et les 6 autres élèves pouvaient le remarquer. Les différentes personnes présentes à ses côtés avaient décidé de ne pas y prêter attention. Fermer une nouvelle fois les yeux sur son comportement était devenu une habitude. Ils ignoraient à ce moment-là que dès le lendemain, les choses changeraient. Comme chaque année, les érudits avaient préparé un petit numéro, réunissant leurs 7 talents à ceux de leurs élèves. Des formes, des sons, une nature enchanteresse, tout cela fut employé pour le bon plaisir de tous. Grofus, en tant qu'elfe, était proche de la nature. Ainsi, lui et son apprenti étaient chargés de faire sortir de terre de magnifiques plantes géantes, soulevant les plus jeunes de l'assistance. Cependant, Xortus faillit engendrer un désastre en voulant montrer sa puissance et sa supériorité. La plante qu'il avait fait sortir du sol avait grandi bien trop vite.
La fillette vacillait déjà lorsque l'érudit fit pousser des feuilles sur lesquelles elle glissa en riant, oubliant le malheur passé. Si son maître n'était pas intervenu, une pauvre enfant aurait probablement perdu la vie cette nuit-là. Néanmoins, l'incident ne généra aucune catastrophe en chaîne. Pas de panique, car tous savaient que les érudits les protégeraient, ainsi que les chevaliers qui firent une entrée spectaculaire au moment où le numéro des magiciens était à son apogée. Deux d'entre eux, la trentaine, chevauchaient des dragons, l'un aussi rouge que la lune, l'autre bleu comme la nuit. Ils crachèrent une flamme unique, un phénix en surgit, tenant fermement dans ses serres son amie, une femme d'une quarantaine d'années. Au sud de la place, des bruits de sabots percutant le pavage parvinrent aux oreilles de l'assistance. Deux licornes et un pégase étaient en formation en V. Ils se cabrèrent et partirent dans trois directions différentes. Le paladin au cheval ailé le fit s'envoler droit devant, alors que les unicornes partaient de part et d'autre, laissant ainsi la place à une jeune femme montant une chimère céleste. La créature, un tiers lion, un tiers chèvre et un tiers serpent, émit un profond rugissement et s'élança vers ses compagnons d'armes. Après cette entrée surprenante, les chevaliers se mêlèrent à la foule. Les gens venaient caresser les créatures. La bonne humeur était présente dans tous les cœurs et sur tous les visages, enfin presque tous. La soirée finie, chacun rentra chez lui avec des rêves plein la tête. Mais le lendemain matin, l'ambiance était plus tendue. Une réunion exceptionnelle avait été annoncée. Son but, exclure Xortus de sa formation d'érudit. Son comportement n'était plus tolérable. On exigeait des magiciens une grande générosité et un fort don de soi en général. Et le jeune homme ne semblait connaître ni le sens de l'un ni celui de l'autre. Sa rage fut grande, être ainsi humilié et devant tous les érudits et leurs successeurs. Il ne pouvait laisser passer cela. S'ensuivit une période où Xortus chercha à acheter les vieux maîtres et leurs disciples. Ceux qui refusaient étaient soit tués, soit changés en diverses bestioles inoffensives, car incapables d'user de la magie dans un tel état. L'ancien apprenti décida de s'en prendre ensuite aux créatures enchantées. Leur énergie vitale lui apportait beaucoup de pouvoir. Son ego ne cessa également d'augmenter, et ce fut donc au tour des hommes de craindre sa fureur. Il déclencha un conflit dans tout le pays. Les chevaliers et érudits qui restaient combattirent de toute leur force. Bien que l'ennemi fût seul, son pouvoir était grand. Il avait appris à contrôler l'esprit et l'âme humaine par un sort puissant. Il put ainsi lever une véritable armée qui fut rapidement appelée Armée Noire. Le combattre n'était pas chose facile. Il envoyait son armée se battre à sa place et ne prenait la peine de se déplacer que pour exécuter ses plus redoutables adversaires. La guerre dura des années et des années. Le malheur se ressentait sur tous les peuples magiques de l'Alecantia. Certains s'exilèrent, préférant cela à la mort atroce que leur réservait le mal personnifié. Mais d'autres restèrent, leur devoir étant de mettre fin à cette situation, même s'ils devaient le payer de leur vie. Xortus ne fut repoussé qu'après beaucoup de chaos, de morts et de disparitions inexpliquées. Qui aurait cru que des décennies plus tard, le monde réussirait peu à peu à se reconstruire, mais sans l'harmonie des temps passés. Plus rien ne serait jamais comme avant, sauf si. Voilà. Eh ben, ça a l'air très bien. Merci. Euh, Et du coup, nous allons passer à la suite des questions. Euh, Quel est ton projet d'écriture pour les... Je suppose que du coup, c'est le tome 3, mais est-ce qu'il y a encore autre chose Enfin, est-ce que tu as déjà une idée de ce que tu vas écrire après le tome 3 ou pas? Alors, oui, du coup, je suis sur le tome 3, j'en suis au chapitre 6 et ensuite j'ai 2 écrits, des one shot. Un, plus, horreur surnaturelle avec un peu de science-fiction et un autre, où on resterait dans de la fantasy. Hem, donc je sais pas lequel des 2 je vais privilégier, probablement celui où il y a que de la fantasy parce qu'il nécessite pour moi beaucoup moins de recherche. Parce que l'autre, comme il y a la science-fiction, je me creuse un peu les méninges, peut-être un peu trop. Et ensuite, il y aura la trilogie des préquels d'Alecantia et la trilogie de la suite. Donc j'ai de quoi faire, en projet. Est-ce que tu as un conseil à donner aux personnes qui souhaitent se lancer dans l'écriture, soit qui ont déjà terminé d'écrire ou qui sont en train d'écrire? Bon, beh, ce conseil, toi et moi, on le connaît bien. C'est surtout, je le répète parce que j'ai eu une personne qui est arrivée sur une de mes séances de dédicace et qui m'a expliqué un petit peu son parcours. Elle était prête à signer avec une maison d'édition
qui lui demandait de payer une certaine somme à l'entrée et surtout ne faites jamais ça. Je pense que je le redirai jamais assez, mais ces maisons d'édition-là, ne sont pas du tout là pour vous aider. Elles sont là pour faire du bénéfice sur votre dos. Une maison d'édition qui croit en votre projet ne vous demandera jamais de payer, 1 000, 2 000, 3 000 €, voire 7 000 pour les plus audacieux. Donc surtout, ne faites pas ça. Moi, c'est ce que j'ai fait du coup à ma première maison d'édition. Donc vous voyez la couverture sur le côté, ça fait partie des maisons d'édition que je déconseille parce qu'elles, pareil, c'est des contrats participatifs. Ne signez jamais des contrats participatifs. Même si vous mettez plus de temps à trouver la bonne maison d'édition qui ne vous demandera aucun apport financier, prenez le temps. Prenez ce temps pour la trouver. C'est comme chercher un emploi qui vous convient et que si vous n'avez pas envie de sauter sur, le premier job venu et que vous allez être malheureux dans ce job, vous allez prendre le temps de chercher un emploi. Mais surtout, ne sautez pas sur la première maison d'édition qui vous dira: «Oui, mais payez-nous». Non, voilà. Faites bien attention à ça, c'est très, très, très important. Alors du coup, pour les personnes qui sont là, j'ai mis, parce que j'ai oublié de le faire avant le début du live, de mettre en bas les liens vers le roman, pas vers les deux du coup, les deux tomes. Vous les trouvez dans le chat, je viens de les mettre, je les mettrai assez régulièrement histoire d'être sûr que vous les ayez. Et Merci. maintenant, nous allons passer aux questions du Discord. Alors, nous avons deux questions des membres du Discord. La première est le trouve-t-on partout? Enfin, trouve-t-on ta trilogie partout? Alors, principalement, je recommande de passer directement par le site de mon éditeur, donc les liens qui sont, merci Amélie, dans le chat. Et sinon, vous pouvez demander à votre libraire de passer commande via Dilicom à mon éditeur. Il suffit de lui envoyer un mail avec le livre que vous souhaitez, avec la quantité. Mon éditeur leur répond. Donc là, on a déjà, je crois, deux, trois librairies dans le nord de la France, si vous reconnaissez. Voilà, elles ont passé commande. Donc c'est la solution probablement la plus correcte pour tous, c'est voilà, de faire travailler votre libraire qui se met directement en relation avec mon éditeur. Mais sinon, il est disponible sur Amazon, que je déconseille un petit peu parce que vu que c'est de l'impression à la demande, Amazon fait imprimer en Grande-Bretagne et Et en Pologne, je crois. en Pologne, en Allemagne, en fait, il y a plusieurs pays. Moi, souvent, j'ai dû annuler des séances de dédicace parce que mon colis était resté bloqué en Grande-Bretagne, en Allemagne. Et en fait, il n'était jamais pris en charge donc voilà. Si vous vous dites: «Je vais au plus simple», ne vous dites pas que c'est Amazon le plus simple, allez directement chez mon éditeur. Vous lui envoyez un petit message ou vous allez sur le site directement, vous voyez comment il est possible de faire, il va vous répondre sans problème et voilà. C'est vraiment le mieux à faire ou passer par votre libraire. Je sais que, beaucoup sont soucieux de faire travailler, les petites, boîtes locales donc, vous expliquez bien la situation, à votre libraire et sans souci, il passera commande. Et du coup, sur YouTube, tous les liens seront en description. À ce moment-là, j'oublierai pas de les mettre. Tout sera vraiment en description, vous aurez juste à cliquer. Du coup, si vous nous regardez depuis la rediff, c'est en description. La deuxième question, est-il déjà sorti en intégrale? Alors là, j'ai pas forcément compris la question, c'est, est-ce que, les tomes 1 et 2 sont regroupés dans un seul livre? Je pense que c'est plutôt est-ce que la trilogie est sortie complètement? Ben du coup, comme je suis en train d'écrire le 3 n'est Oui. pas encore sorti, mais les 1 et 2 sont déjà disponibles. D'accord. Bah, nous allons du coup, pour cette première partie qui sera visible sur YouTube, nous allons nous arrêter là. Donc, je le répète, maintenant nous sommes une association. Si vous voulez avoir les interviews, avoir tout ça en tant qu'auteur, n'hésitez pas à vous inscrire, même pour les professionnels.
Donc les graphistes qui font les couvertures, les correcteurs, tout ça, l'association vous est complètement ouverte pour venir parler de votre travail. On fera des interviews de professionnels et pas que d'auteurs. Donc si vous êtes dans ce cas-là, n'hésitez pas du coup à venir rejoindre l'association. Vous serez du coup parmi les premiers contacts que les auteurs pourront avoir si jamais ils ont besoin justement d'un graphiste ou d'un correcteur ou encore autre chose. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Pareil, si vous voulez nous soutenir, c'est la meilleure façon de le faire, rejoindre l'association. Et on se dit du coup à bientôt pour une prochaine interview. Bye bye!